Comment faire face à l'urgence climatique, montée des eaux de 40 cm à 110 cm d'ici 2100 ? Acidification des océans, des cyclones et des tempêtes plus intenses, la fonte des glaciers. Le dernier rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère est alarmant. Nos démocraties et nos gouvernements sont-ils armés pour répondre à ces défis? S'en sont-ils donné les moyens ou est-il déjà trop tard? On en parle avec vous, Dominique Bourg. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lausanne. Vous avez été candidat aux dernières élections européennes pour Urgence Écologie. Merci aussi à vous, Marie Toussaint, d'être avec nous. Vous êtes députée européenne pour Europe Écologie Les Verts. Alors face à cette urgence climatique, pensez-vous aujourd'hui qu'en France et dans le reste des pays occidentaux, les gouvernements aient pris la mesure du danger dont parlent notamment les scientifiques du GIEC? Marie Toussaint. Est-ce qu'ils ont pris la mesure du danger? D'abord, bonsoir. Et ensuite, je crois que la réponse est non, et de manière assez claire et unanime. On voit même, donc on a eu 7 millions de personnes qui ont manifesté partout autour du monde. C'est le mouvement social le plus grand jamais organisé autour de la planète pour pousser à l'action climatique. Et ce qu'on observe, c'est que partout, les politiques climatiques, les objectifs climatiques ne sont pas respectés. La France est très loin du respect même de l'accord de Paris. L'Union européenne aussi. Aucun pays de l'Union européenne, qui se targue pourtant d'être la leader du climat autour de la planète, n'est aujourd'hui sur une trajectoire qui permet de respecter l'accord de Paris, pas celui de l'objectif à 1,5, qui serait pourtant la meilleure des idées, mais même celui à 2 degrés. Dominique Bourg, vous partagez cette analyse? Complètement. Alors déjà, premièrement, si vous voulez, 1,5, 2 degrés, comme nous l'a rappelé l'IPSL, donc le grand centre de recherche français, non seulement c'est dans les tuyaux, mais on atteindra en quasi toute certitude, vers 2040, les 2 degrés. Et quand on parle d'1,5, 2 degrés, en fait, c'est avec ce qu'on appelle des émissions négatives. Donc, c'est franchement pas génial. Si on a le temps d'y revenir, on pourra le faire. En d'autres termes, si vous voulez, aujourd'hui, avec la trajectoire qui est la nôtre, on est à l'échelle internationale sur le scénario RCP 8.5, c'est-à-dire le pire, selon les modèles, entre 5 et 7 degrés de plus à la fin du siècle, c'est-à-dire une planète où une vie humaine vraiment résiduelle pourrait encore se déployer. Donc pour le moment, on en est là. Et est-ce qu'on a aujourd'hui développé les outils, les armes en tout cas, pour faire face à cette urgence climatique? Est-ce qu'il y a eu au moins un embryon, un départ sur ces questions-là, Dominique Bourg? Il y a un embryon, oui, au mieux. Oui, encore. Bon, mais oui, il existe des choses. Par exemple, en France, le Conseil, le Haut Conseil sur le climat délivre des avis qui sont totalement fondés et justes, mais vous voyez bien que les autorités publiques n'en... Des avis non contraignants. Ah oui, alors de toute façon, en fait, c'est très simple. Vous aviez ça dans le rapport spécial 15 qui est sorti en octobre 2018 du GIEC. Si on veut éviter d'exploser la cible des 2 degrés, eh bien, il conviendrait, en gros, à l'échelle mondiale, de réduire les émissions de moitié, c'est entre 45 et 58%, de moitié, grosso modo, d'ici à 2030. Alors, pour réduire à l'échelle mondiale les émissions de moitié, ce serait par exemple plus pour un pays comme la France, ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, on stabilise, on plafonne en 2020, et qu'ensuite, à partir de 2021, on descend chaque année de 4%. Vous pensez qu'on y est? Dominique Bourg, est-ce que clairement, aujourd'hui, les outils ne sont pas là? Écoutez, la difficulté, elle est politique, mais elle n'est pas seulement, elle est, je dirais même presque, si vous voulez, anthropologique. Jusqu'à une date très récente, quand on parlait de climat, on parlait de moyenne de température. Nos sens ne perçoivent pas une moyenne de température. On parlait de ppm, de parties par million, c'est-à-dire le fait qu'il y a 415 molécules de dioxyde de carbone dans 1 million de molécules d'air. On parlait de taux d'érosion de la biodiversité. N'oubliez pas que climat et vivant, ça va ensemble. Tout ça, ce sont des choses qui sont très abstraites. Et en plus, on disait aux gens, on leur donnait des perspectives à la fin du siècle. Et là, en fait, avec le rapport SR15, celui dont j'ai parlé, d'octobre 2018, d'un seul coup, parce que la communauté, si vous voulez, des chercheurs savait, finit par arriver à l'opinion publique, ben non, le climat, c'est maintenant, vous le voyez, il y a des dégâts déjà qui sont très importants aujourd'hui, et puis le pas de temps pour agir, c'est les 10 ans qui arrivent. C'est différent. Je me tourne vers vous, Marie Toussaint, qui êtes députée européenne, au cœur quand même de ce pouvoir politique. Est-ce que le problème aussi, par rapport justement à cette urgence climatique, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même temps que dans le temps politique, un temps beaucoup plus court, plus court-termiste également, que ce temps de l'urgence climatique? Quand on dit urgence, c'est maintenant en fait.
Oui, alors il y a un problème d'urgence, ça c'est sûr. Juste avant, je voudrais rebondir sur votre question précédente, c'est-à-dire avons-nous les outils? Oui. Et ce qui est insupportable, c'est justement qu'on sait ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire alors justement? Finalement, il y a des étapes qui sont complexes, mais il y a des choses très très simples à faire. Par exemple, on donne encore des milliards d'euros pour subventionner la production d'énergies fossiles, qui sont les énergies qui sont en train de tuer la planète le plus rapidement du monde. On a encore Total, par exemple, qui a augmenté de 10,5 milliards d'euros en 2018 ses dividendes auprès de ses actionnaires, qui n'a payé que 5,2 milliards d'impôts. Donc on voit bien la démesure entre l'argent qui est dépensé. Je vous dis, c'est encore des milliards d'euros donnés par les gouvernements. Donc il faut supprimer, par exemple, ces subventions. Bien sûr, il faut supprimer ces subventions. Il faut prendre cet argent pour l'investir dans la transition. En fait, il y a trop d'argent dans les énergies fossiles, plus que ce dont on a besoin pour la transition, pour les renouvelables, pour l'efficacité et la sobriété énergétique, pour faire en sorte que plus personne ne vive dans la précarité énergétique aussi. On peut aussi demander et réguler, obliger les entreprises à se mettre sur la route de l'accord de Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise du CAC 40 qui est contrainte de respecter l'accord de Paris, pas une entreprise au niveau européen. Tout ça, c'est dramatique. C'est des leviers que les États doivent pouvoir soulever. Et puis, dans le cas de l'affaire du siècle, ce qui a été souligné aussi, c'est le manque d'investissement public dans le ferroviaire. Les sommes sont considérables. On a mis 200 milliards de plus dans la route que dans le ferroviaire sur les 15 dernières années. Et puis, dans la lutte pour la rénovation des logements contre la précarité énergétique. Donc, on a les moyens d'agir. On a vraiment les moyens d'agir. Et c'est ça qui est insupportable. C'est qu'on a une situation d'urgence. On a les paroles des dirigeants politiques et économiques. Et puis, on a tout ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. On va écouter Jacques Chirac, qui en 2002 s'exprimait au sommet de la Terre. On l'a beaucoup réentendu ces derniers jours après sa disparition. Et on va écouter aussi Greta Thunberg, il y a quelques jours, aux Nations Unies. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. C'est n'importe quoi. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous vous tournez tous vers nous, les jeunes, en quête d'espoir. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Je fais pourtant partie de celles qui ont de la chance. 17 ans d'écart entre ces deux déclarations. On a l'impression d'une réponse de Greta Thunberg à Jacques Chirac. 17 ans, et Jacques Chirac qui disait « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». C'est assez étonnant ce que dit le président Chirac à cette époque-là, parce qu'en fait, la perception qu'on a en 2002 est encore un peu mollassonne. On n'est pas très loin encore, on est justement à 10 ans si vous voulez, du premier sommet de Rio. Et donc, on croit encore qu'on va y arriver, qu'on va découpler, etc. Tout en continuant justement voilà. Les modes de production, de consommation. Absolument, mais lui justement pointe quelque chose, il pointe déjà la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire effectivement, on est dans quelque chose si vous voulez, une destruction massive, ce que je rappelais tout à l'heure d'emblée. Alors maintenant, le problème n'est pas simple. Effectivement, comme le disait Marie Toussaint tout à l'heure, on sait très bien dans un premier temps ce qu'on doit faire. Et on fait l'inverse. Mais ensuite, après, pour aller plus loin, c'est quand même relativement exigeant, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, pour la France, il faudrait réduire de 63% nos émissions en 10 ans. Vous ne le ferez pas qu'avec des techniques. Ça n'a pas de sens. On le fera comment alors? En fait, c'est un maillage technique et mode de vie, ce qui est déjà beaucoup plus impactant. Il y a une très belle étude qu'un bureau d'études avait produite il y a quelques mois, Belle Évolution, qui rappelait vraiment, effectivement, en termes de mode de vie, c'est très impactant. En termes de prise d'avion, manger de viande, se chauffer donc moins, tout ça, etc. par exemple, justement, c'est une prise de conscience aussi des citoyens. On a l'impression qu'il y a cette prise de conscience. Il y avait 500 000 personnes à Montréal, justement, à défiler pour le climat. 100 000 à Berne. 100 000 à Berne, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Est-ce que les politiques ne vont pas prendre conscience avec ces mobilisations qu'il y a un enjeu? Votre parti a fait un très bon score aux dernières européennes. Oui, dans ce que souligne Greta et ce que vous dites aussi sur Jacques Chirac, on en revient à la question de la temporalité. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on sait que le réchauffement climatique existe, qu'il est d'origine humaine, qu'il faudrait mettre en place des politiques pour y répondre et qu'on ne le fait pas. Et ce que je crois, c'est qu'il y a eu un culte, et il y a encore, un culte de la croissance, un culte aussi du progrès technique qui nous permettrait de trouver toutes les solutions, et qu'en fait, on est resté coincé dans une sorte d'idéologie de l'humain qui domine la nature, de la recherche du profit avec la théorie du ruissellement pour répondre aux problématiques sociales. Et en fait, aujourd'hui, ce
que disent toutes ces personnes qui se mobilisent à travers la planète. Il y a les manifestantes et les manifestants, mais il y a eu aussi les signataires de l'affaire du siècle, il y a tous ceux qui commencent à manger bio, à prendre leur vélo, et on est de plus en plus nombreux dans ce cas-là. Ce qu'on dit, c'est peut-être la planète d'abord, et ce qu'on dit aussi, c'est on n'est pas dupes, on sait que ceux qui sont les premiers frappés par le réchauffement climatique, par la crise environnementale, c'est d'abord les plus précaires, et donc il faut arrêter avec cette idée que l'écologie serait une préoccupation de bobo. Est-ce que, justement, aujourd'hui, il ne faudrait pas aller au-delà du fonctionnement démocratique, inscrire, et je crois que c'est déjà fait notamment en France, le principe de l'écologie dans la Constitution, en faire une priorité hors des périodes électorales, quelque chose qui soit suivi, un impératif, et en finir notamment avec tout ce qui est climato-scepticisme, comme on peut le trouver chez Donald Trump ou Jair Bolsonaro au Brésil, par exemple. Ou dans tous les pays, il y a une proportion, si vous voulez, de climato-sceptiques. Alors effectivement, on n'a rien inscrit de tel dans nos constitutions. Que la chose soit claire. En fait, il n'y a rien de contraignant. Et je crois que ce que disait Marie tout à l'heure, moi je le partage complètement. Si vous voulez. On a une espèce d'habitus mental pour lequel, effectivement, il suffit simplement de voir le commerce. Vous regardez, par exemple, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le texte est très clair. La priorité, c'est le commerce international. Alors attention, le commerce international, ça n'a rien à voir avec ce qu'a été le commerce traditionnel. Le commerce traditionnel, c'était Ricardo, c'était les Anglais qui exportaient des draps au Portugal et qui importaient du vin de Porto parce que les uns ne faisaient pas des draps et les autres ne faisaient pas du vin. Aujourd'hui, la Terre est conçue comme un atelier unique. On fait la même chose partout et votre jean avant d'arriver sur vous, va faire plusieurs fois le tour de la Terre. Tant qu'on ne renonce pas, si vous voulez, à ces fondamentaux, la lutte contre le changement climatique est totalement illusoire. Alors moi, je vais être très clair avec vous. J'ai l'impression, excusez-moi, mais il reste qu'une minute. Oui. J'ai l'impression, en vous écoutant, que là, il n'y a pas de solution. Moi, j'ai l'impression d'un Yves Cochet qui dit maintenant, je vais... Non, vous n'êtes pas d'accord ? Non, il y a des solutions, si vous voulez. On vous l'a dit tout à l'heure, Marie était très claire. Mais au moins le début. En place, c'est ça, non, mais attendez, simplement le début de la démarche. Isoler les logements, revoir sur les infrastructures, etc. En plus, c'est pas du tout quelque chose qui va à l'encontre de la croissance. Ce qu'on doit faire dans un premier temps, et ça, on ne le fait même pas. Parce qu'en fait, on a dans la tête qu'on s'en sortira plus tard avec des techniques. Et je crois qu'il y a plein de gens qui prennent conscience que c'est pas le cas. Oui, alors la jeunesse, notamment. Ce que je voulais dire aussi, peut-être, bien sûr, mais on ne peut pas opposer la question de la démocratie et la question des échéances électorales. Oui, il y a des gouvernants qui, pour être réélus dans un court temps, ont mis de côté l'enjeu climatique. Moi, je crois que la démocratie, c'est avant tout la préservation des droits. C'est un socle de droits inaliénable. Aujourd'hui, le réchauffement climatique met en danger les droits. Il met en danger le droit à la vie, il met en danger le droit à la santé, il met en danger le droit à l'information aussi, qui sont les droits procéduraux. Et c'est ce que dit Greta Thunberg quand elle porte plainte contre la France, l'Allemagne, le Brésil, la Turquie. Il est temps de protéger nos droits et la démocratie, c'est aussi un outil, si tant est qu'elle est elle-même respectée. Merci à vous deux pour ce débat passionnant et peut-être à bientôt sur le plateau de TV5 Monde.